Il était une fois un vieux couple heureux, Mohamed Khairdin. Un mets de pacha. Un mets tout court, les pachas mangent la gazelle, à ce qu'on dit. Ils ne se refusent rien. Le vieux fumait paisiblement et buvait du thé. Il y avait devant lui sur une petite table ronde un cahier ouvert, un porte-plume et un encrier. De temps en temps, il couchait un vers ou deux sur la page blanche. Il venait de commencer un nouveau poème. La vieille le regardait faire sans oser lui demander ce qu'il écrivait, mais elle se doutait que ça ne pouvait être que de la poésie, cette poésie qu'elle aurait tant aimé entendre. Le vieux mettait en vers l'histoire épique d'un saint méconnu qui aurait combattu les démons et autres êtres infernaux toute sa vie durant. À côté de son maître, le chat roux somnolait sur un oreiller, et chaque fois qu'il entendait le crissement de la plume sur le papier, il dressait les oreilles et remuait la queue. À un moment donné, le vieux dit tout haut: Mon chat, tu comprends la poésie. Chaque fois que la plume court sur le papier, tu te redresses comme pour applaudir. Tu saisis tout, rien qu'à ce bruit insolite. La vieille éclata de rire, et elle dit vivement, comme pour se rattraper: Ne te fonce surtout pas, mais pardonne-moi. Je dois rire, en effet. Après tout, un chat n'est qu'un chat. C'est seulement le bruit qui le fait réagir. C'est à moi que tu devrais dire ces poèmes, pas au chat. Et pourquoi pas à la mule ou à la vache, tant que tu y es. Tu exagères. Ces animaux comprennent mieux que les hommes. Je ne crois pas. Bon, voici le début de ce nouveau poème. Ne cherchez pas, ô gens, le saint n'a point de tombe. Son corps fut enlevé avant son dernier souffle par les anges du Seigneur. Du jour au lendemain, on ne le revit plus sur terre, mais d'aucuns disent qu'il marche la nuit sur les eaux brillantes du firmament. Bouchaïb attendit la réaction de sa femme. Elle dit, au bout d'un moment: Mais c'est fascinant, tu dois continuer. Je continue. Quand il sera achevé, je te le dirai en entier. Comme je suis impatiente. Elle alla prendre des braises dans le canon afin d'en remplir un brasero, puis elle s'assit et commença à préparer sous l'œil ébloui du vieux un tagine qu'il condimenta d'aromates aux fragrances rares. La narine du vieux était étillée par cette agréable fumée. Il en laissa même tomber son porte-plume pour suivre les gestes précis et légers de la vieille femme. Un bonheur ineffable s'exhalait de sa personne. C'était une véritable tentation, dit-il. Ton merveilleux travail me distrait du mien. Mais ce que tu fais là, c'est aussi de la poésie. Hein? Oui, c'est de la poésie. Que Dieu te bénisse. Il ne sut que répondre. Dès qu'il eut reniflé l'odeur de la viande, le chat se précipita vers sa maîtresse en miaulant. Hé, attends comme tout le monde, dit-elle. Mais elle lui donna un petit quelque chose qu'il emporta sur l'oreiller. À l'extérieur, la tempête était tombée. Seules quelques rafales de vent sifflaient encore par intermittence. Le bruit grondant et continu du torrent dominait tout autre bruit. Pour plus de commodité, le vieux couple s'était installé dans la petite pièce qui servait de salon. On y était au chaud, malgré les fenêtres ouvertes. Le grand brasier du canon, qui était dans une pièce contiguë, enfumée et pleine de suie, suffisait à maintenir une bonne température dans la demeure. Par les fenêtres, on pouvait voir tomber la pluie et s'agiter la cime des palmiers dattiers et les branches hautes d'un gigantesque térébinthe, le seul de tout le village. Cet arbre unique
était la propriété de la mosquée. Chaque année, Bouchaïb vendait les baies rouges qu'il produisait à un négociant d'Agadir qui venait aussi pour les caroubes. Nul ne savait ce que l'on fabriquait avec les fruits du térébinthe. Ces démons d'Européens savent tirer profit de tout, disait-on, seulement faute d'une autre explication. Bouchaïb, lui, savait qu'on en extrayait une essence médicale. Il s'en était frictionné un jour la poitrine, au temps de ses vagabondages, car il souffrait d'un refroidissement carabiné. Grâce soit rendue à ce vieux juif qui m'avait donné cette fiole, se dit-il en regardant les branches agitées de l'arbre. Mais reprenons notre épopée. Il se remit à écrire. L'inspiration était bien là, mais ça ne venait pas vite. C'était comme une distillation. Le vieux travaillait par à-coups, laborieusement. Parfois, il s'interrompait pour fumer et boire du thé. Ensuite, il reprenait son texte. Il semblait lointain, comme aspiré par les forces magnétiques d'un univers insondable. Il travailla ainsi jusqu'à la tombée de la nuit. Sa femme, qui venait d'allumer les lampes, le pria de venir manger. Elle apporta une grande table ronde et basse, sur laquelle elle disposa le repas. « Mais je n'ai pas fini, dit Bouchaïb. Tu finiras demain. » Il rangea le cahier, le porte-plume et l'encrier dans une niche murale et ils s'attablèrent. Le vieux s'était tu. Il semblait hanté par le fantôme du saint qu'il évoquait dans sa poésie. Un saint qui terrassait les démons et défiait le diable. À la fin du repas, il rompit le silence. C'était bon, dit-il. Il apprécia l'éloge sans répondre. Le vieux loua Dieu pour ses bienfaits et ajouta: le printemps prochain sera agité. Il y aura encore des mariages. Les riches viendront se marier avec les filles riches. On ne verra plus que des autos de luxe, des hommes et des femmes bardés d'or. Les pauvres seront exclus de ces fêtes. Mais, au fait, n'as-tu pas remarqué quelque chose de nouveau dans le village? Quoi donc? Demanda-t-elle. Eh, ça saute aux yeux. Tout le monde plaint les filles pauvres et ne se marie plus. Personne ne veut d'elles. Elles finiront vieilles filles. Les garçons pauvres sont en ville. Ils bricolent et se marient là-bas avec la première venue. Les filles qui restent ici croupissent dans leur coin. Leur lot, les travaux pénibles et rien d'autre. Que Dieu maudisse la pauvreté. C'est bien triste, dit la vieille. Il y a en effet des filles de 30 ans qui se morfondent dans leur désespoir. Elles ne rêvent plus, comme à 17 ans, d'un beau jeune homme, mais d'un vieux veuf qui pourrait les sortir de là. En ville, elles se seraient prostituées, dit le vieux. Ce n'est pas possible ici. Ils n'ont jamais connu d'homme. C'est lamentable. Ils n'ont pas de chance. Le vieux reprit. L'année dernière, à la floraison des amandiers, il y a eu ce fameux mariage dont tout le monde parle encore. On y a mangé 20 000 poulets de batterie, 200 moutons et 50 pièces de bœuf. Et je ne compte pas le reste. On a dépensé des centaines de millions en quelques jours. Des camions frigorifiques apportaient de Casablanca des victuailles. C'était le luxe partout. Personne ici n'était invité sauf moi. Va savoir ce qu'il leur a appris. J'étais profondément choquée. Est-ce que tu sais ce que représente 1 million? Non, dit la vieille. Le vieux sortit de son portefeuille un billet de 50 dirhams. Il le montra à sa femme. Tu sais combien c'est? 1000 rials, dit-elle sans hésiter. Eh bien, 1 million, c'est 200 fois ce billet. Pour ce mariage, ils en ont dépensé des milliers et des milliers. C'est ce qu'ils en ont beaucoup. Ils en ont même de trop, à mon goût. C'est une honte. Ce sont des choses que Dieu réprouve.
Tu sais que nous mangeons à peine 1 million par an. Je ne sais rien. Je ne sais pas compter comme toi. 1 million, c'est beaucoup d'argent par les temps qui courent. Peu de gens gagnent cette somme dans l'année. Mais assez parlé, couchons-nous plus tôt. Ils se couchèrent après avoir fermé les fenêtres et éteint les lampes. Le vieux ne s'endormit pas tout de suite. Il pensait à la geste du saint méconnu en écoutant le bruit régulier du torrent et le ronronnement du chat, tout à côté de lui. Une bruine persistante continuait de tomber pendant des jours et des nuits après les grandes averses annonciatrices d'une saison opulente. À chaque accalmie, les gens vaquaient à leurs travaux agricoles. On eut donc presque tout de suite les premiers légumes d'hiver et le vieux s'en régala abondamment, car il adorait les produits frais de la terre. Sa vieille femme lui prépara un couscous noisseil sans viande qu'il avala boulette après boulette avec du petit lait parfumé de thym moulu. À la maison, tout le monde était heureux, y compris les bêtes. On aimait la verdure et tous en mangeaient, sauf le charroux. Les premières oranges arrivèrent en janvier, et c'est le vieux qui en cueillit, comme s'il se fût agi d'un rite sacerdotal. Il fit une invocation à Dieu avant de commencer à détacher les fruits des branches et à en remplir un couffin. Il s'empêcha d'en goûter, voulant partager ce plaisir avec sa femme. Il les mit dans un énorme pot de terre décoré de motifs berbères qu'il disposa bien en vue sur une table dans le salon. Les oranges fraîchement cueillies parfumaient agréablement la pièce. Pour tuer le temps, Bouchaïb se prépara un thé corsé à l'absinthe et sortit son cahier, son porte-plume et son encrier. Il fuma d'abondance, sentant que quelque chose se passait. Le charroux reprit sa place ordinaire sur l'oreiller, près de son maître. Ce matin-là, un soleil éblouissant inondait le paysage agreste et faisait étinceler la neige sur les crêtes. On entendait s'interpeller les gens dans les champs environnants. Une gaieté féerique avait soudain envahi le cœur racorni des êtres. Et les plus mélancoliques partageaient cette joie élémentaire. Même ces pauvres vieilles filles doivent ressentir un peu de bonheur, se dit le vieux. Ce bonheur de vivre qui est le bien le plus précieux au monde. Oui, ces vieilles filles étaient aussi gaies que les autres, n'espérant plus rien. Elles s'étaient résolues à vivre sans rêve et par conséquent sans souci. Fini le temps où ils voyaient partout l'apparition inopinée d'un prince charmant. Ils ne pensaient plus à leur corps et ne se regardaient plus longtemps dans un miroir. Ces petites préoccupations féminines leur étaient devenues étrangères le jour où ils avaient eu la conviction qu'ils passeraient leur existence seuls et sans homme, dans une famille qu'ils trouveraient d'un poids pesant et sans profit. Il vaut mieux qu'ils soient seuls, plutôt qu'avec un misérable qui leur ferait une flopée de gosses et les battrait parce qu'il est sans le sou. Elles sont beaucoup plus heureuses, à mon sens, pensa le vieux. Alors qu'il est, il ne songe même plus au mariage, et pas même à cet hypothétique vieux veuf. Tant mieux, elles vivent tranquilles ainsi. Il y en avait une, pas loin d'ici, qui chantait tout en travaillant. Mais le vieux n'entendait pas distinctement les mots, quoique la voix de la fille fût claire et belle. Une voix aiguë, qui s'apparentait aux voix instrumentales d'une Mongolie métique. La voix des filles du Sud, au son pareil à celui d'un Stradivarius manipulé par des doigts magiques, ceux d'un jeune prodige tel qu'il n'en est qu'un tous les 1000 ans. Et cette voix gracieuse
montaient des champs verts et fleuris d'une contrée oubliée au fond des âges sombres. Le vieux, qui s'était remis à écrire, avait rempli 2 pages de ce cahier d'écolier qu'il affectionnait tant. Tout comme un élève doué et discipliné, il traçait les mots en respectant les marges. Il aimait faire ce travail de fourmi car il était méticuleux. Son écriture fine s'agrémentait d'une étoile à la fin de chaque strophe. Il en était là quand sa femme revint de ses corvées matinales. Elle vit aussitôt les oranges. Eh bien, des oranges, les premières. Allez, j'en prends une. Elle en prit une qu'il pela et mangea sans se presser. Elle est fameuse, dit-elle. J'en ai pas encore goûté, répondit le vieux. Mais prends-en donc, plus tard. Là, je suis occupé, et ça coule de source cette fois. Je ne vais pas m'interrompre. Le sein se manifeste avec force. On dirait qu'il veut sortir de l'oubli. Eh bien, continue. Je vais préparer le déjeuner. Fais du couscous avec beaucoup de navets. D'accord. Elle partit. Le vieux continua d'écrire jusqu'à l'heure du déjeuner. Elle rangea alors ses instruments de travail dans la niche murale et, après avoir jeté un long coup d'œil à l'extérieur, elle revint s'asseoir à sa place. Elle était tout émoustillée, car cette rédaction l'avait regaillardie. Son regard se porta sur les oranges. Elle en pela une, qu'il dégusta pour mieux en apprécier la saveur. Orange, fille du soleil, dit-il, tu es belle et nourrissante. Hercule a dû lutter à mort pour t'obtenir. J'en aurais fait de même si j'avais vécu en ce temps-là. Aujourd'hui même, un gueux peut te manger sans t'apprécier, tellement tu es devenue commune. Cette civilisation du ventre ne te vaut rien. Ce mot d'esprit le fait rire. Le trouvant ainsi, sa vieille femme lui en demanda la cause. Je parlais à l'orange, dit-il. Autrefois, un roi avait condamné un géant à lui apporter des pommes d'or du jardin des Hespérides, qui se trouvait du côté de Tanger. Hercule, c'est le nom de ce héros, lutta pour en obtenir. Il en eut plein, dit la légende. Or, ces pommes d'or n'étaient pas autre chose que des oranges, tu vois. Moi, j'ai dit à l'orange que j'ai dégusté qu'après une aussi belle histoire, elle est devenue si commune que même un gueux en mange quand il veut, un gueux d'ici ou d'ailleurs. C'est une belle histoire, mais il faut déjeuner. Ils s'installèrent autour de la grande table ronde. Le fumet du couscous aux jeunes pousses de navets était délicat. À son habitude, le vieux mangeait lentement, avec une sorte d'application joyeuse qui indiquait combien il appréciait le mets. À la fin du repas, il alla se laver les mains et se rincer la bouche avant de reprendre place à son endroit habituel. Après avoir débarrassé la table, la vieille femme s'installa à son tour et se mit à préparer le thé. « Tu ne sors donc plus ?» dit-elle. « Non. Quand j'écris, je m'enferme. Mais et la mosquée? Le nouveau frère n'a pas grand-chose à me dire. Il est trop jeune. Et le muqaddam? Oh, je le verrai tôt ou tard. Demain ou après-demain peut-être. À propos, tu sais que c'est un drôle de type? Il a fait de la prison pour trafic de kiff. Des sacs de kiff trouvés chez lui à Casablanca par la police. Mais ce trafic ne l'ont guère enrichi. Il est revenu ici avec sa femme arabe, qu'il a totalement berbérisée. Elle l'interrompit. Je la connais de vue. Elle est vraiment arabe? Oui, il l'a berbérisée dans les formes, a-t-elle dit, car
Elle abat les mêmes besognes qu'une femme berbère, parle couramment la langue qu'il lui a apprise, etc. Et ce coquin a réussi à se faire nommer Muqaddam, comme l'avait d'ailleurs été son père en autre temps. Oui, je le verrai peut-être demain. Elle a toujours quelque chose à me raconter. Tiens, la dernière fois que nous étions ensemble au pied du grand arganier à palabres que tu connais et que l'on voit d'ici, un homme est arrivé presque en courant pour porter plainte contre un individu qui avait labouré un de ses arpents sans autorisation. Eh bien, voici ce qu'a répondu le Muqaddam. Tu viens de loin, c'est dommage, car il fait chaud, et tu dois encore retourner chez toi, sous cette chaleur. Dommage. Ah oui, celui dont tu parles a bien fait les choses. Il a labouré cette terre que tu dis tienne et que tu n'as pas retournée depuis 4 ans. Va, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Je n'accepte pas ta plainte. Il me semble infondé. À la saison des labeurs, tâche de penser à ça. Le pauvre type a donc rebroussé chemin sans que sa plainte fût enregistrée. Ah, sacré Muqaddam, j'ai bien ri, moi. Ce Muqaddam est un homme juste, dit la vieille. Tiens, voilà du thé. Quelques amandes, peut-être? Non, j'ai bien mangé. Le thé me suffit. Je vais passer une bonne partie de l'après-midi à écrire, après ma sacro-sainte sieste, bien entendu. Et moi, je vais m'occuper des bêtes qui, comme tu t'en doutes, vont bientôt réclamer mes soins. La vache et la mule sont contentes d'avoir de la verdure. Elles en ont assez de régime sec, elles aussi, dit la vieille. Tous les êtres se ressemblent, confirma le vieux. Allez, je vais dormir un brin. Laisse les fenêtres ouvertes, ça ne me dérange pas. Il s'allongea et ferma les yeux, en tâchant de faire le vide dans son esprit. Mais il ne commença à ronfler qu'au bout d'un long moment. Dehors, l'après-midi était calme. On entendait encore le bruit du torrent, mais il n'avait plus le même volume. D'un coup, elle s'était adoucie, jusqu'à n'être plus qu'un chuchotement. Le vieux dormait paisiblement. Seul le chant de certains oiseaux qui nidifiaient déjà et le braiement d'un âne solitaire dominaient ce calme après-midi d'hiver. La bruine ayant cessé de tomber, un soleil doux lustrait le vert tendre des feuillages et faisait miroiter les flaques d'eau dans les creux des rochers. Parfois, des nuages venaient rompre cette harmonie, mais le vent des hauteurs les poussait rapidement vers l'ouest. À un moment donné, le vieux s'agita dans son sommeil et dit tout haut: Maudit sois-tu, arbre de malheur! Mais il ne s'éveilla pas. Comme les nuits étaient fraîches, il mangeait et dormait dans ce petit salon, qui avait une vue panoramique sur la vallée. Ce n'était donc plus le même rythme que sur la terrasse en été, mais le même rituel rehaussait cette monotonie nocturne que le ciel constellé d'étoiles estivales estampées. Ainsi, le vieux peut-il écrire la geste du saint méconnu sans ressentir le besoin d'aller et venir comme un ours dans sa cage, car il n'aimait pas être enfermé entre 4 murs, surtout la nuit. Quand il ne traçait pas sur le cahier d'écolier ces lignes fines et régulières émaillées d'étoiles savamment dessinées entre des strophes plus ou moins longues, il conversait avec sa vieille épouse comme il l'eût fait avec un homme cultivé, et il lui apprenait des choses qu'il ignorait et dont il n'avait jamais entendu parler, ce qui faisait qu'elle en savait plus sur les mystères du monde que le plus informé des villageois, qui n'écoutait que la radio, cette radio berbère, sans autre programme que des chansons, toujours les mêmes. Ceux qui connaissaient la langue
arabes pouvaient suivre des émissions dans cette langue et sur plusieurs stations, écouter des programmes variés, des informations détaillées, mais elles étaient rares. La majorité des villageois étaient illettrés et incultes, et quand certains parlaient l'arabe, ils ne parlaient que le dialectal, pas l'arabe classique en usage dans les médias. Oui, sans même savoir lire et écrire, la vieille épouse de Bouchaïb possédait une certaine culture et beaucoup de connaissances autres que celles touchant exclusivement à l'agriculture. Elle était visiblement heureuse d'avoir un mari tel que le vieux, qui savait parler aux femmes, sachant que les autres n'accordaient aucune importance à leur épouse, avec lesquelles elle ne parlait que des choses banales. Elle était doublement ravie. Pour elle, le monde ne s'arrêtait pas à ces montagnes, elle était vaste et multiforme. Tôt le matin, le lendemain, le guide touristique attitré vint voir le vieux pour tenter de louer sa mule. Il était accompagné de 5 jeunes Américains et il cherchait d'autres bêtes, des Indes de préférence. Il voulait faire une randonnée dans la région, mais sans trop s'éloigner de l'agglomération. Ce guide polyglotte était né ici, mais elle habitait le chef-lieu où se trouvaient l'administration et le souk. Il avait une femme et des enfants au village, une autre femme et des enfants à Tiznit, et une troisième épouse au souk même. C'était la dernière. Elle était jeune, et il vivait avec elle. Quant aux autres, elle les laissait se débrouiller toute seule. Un aventurier, tout comme son père, que le vieux avait fréquenté. Un baroudeur et un sacré bandit, mais un homme loyal. Tu veux louer des bêtes pour la journée? Oui, d'Abou Shaïb. Et ta mule aussi. Ah, ça non, ma mule ne connaît que son maître. Mais pour le reste, c'est simple. Il faut aller voir le Moukadem. Elle se débrouillera. Je vais faire du thé. Dis à ces jeunes gens de monter. La porte est ouverte. Et tu connais la demeure. Nous arrivons. Le vieux, qui était dans le salon et qui avait parlé au guide par la fenêtre, les attendait. Quand ils l'eurent rejoint, il les salua et les invita à s'asseoir, ce qu'ils firent aussitôt. « Ce sont des Américains, » répéta le guide. « L'un d'eux vit ici depuis 2 ans. Il fait un travail universitaire sur les us et coutumes d'un village bien de chez nous. Il vit exactement comme les gens qui les ont acceptés et bien accueillis. Il mange comme eux, s'habille comme eux, va au souk comme eux, a de Dan. Les 4 autres viennent d'Amérique. Ils veulent voir le pays qui, disent-ils, est inconnu chez eux. Si tu les vois mal fagoter, c'est qu'ils ne veulent pas ressembler à l'homme ordinaire de leur société. Ce sont des contestataires. Ils n'aiment pas la guerre que fait leur pays en Asie du Sud-Est. Ils sont contre leur président. Le Congrès et les généraux belliqueux, ils disent que ces gens-là envoient la jeunesse américaine à la mort. Une jeunesse qui, lorsqu'il en réchappe, est si droguée qu'elle est fichue. Certains deviennent fous. Ceux-là sont dangereux. Ils s'arment, entrent dans un restaurant et ouvrent le feu sur les consommateurs. Il y a eu des massacres. D'autres quittent carrément la ville, le village, la ferme. Ils s'isolent dans des montagnes, vivent dans les cavernes, comme l'ours ou le coyote. Ils ne veulent plus entendre parler des hommes ni se voir dans une glace. Ils sont retournés à l'état sauvage. Ces jeunes que tu vois sont contre tout ça. Ils ont raison, assura le vieux.
J'entends parler de cette guerre épouvantable. C'est au Vietnam que ça se passe, je crois. Au Vietnam, au Cambodge, au Laos. Ma femme n'est pas ici, mais je vais quand même préparer le thé. C'est qu'il n'y a peut-être pas encore de braise. Nous n'avons guère le temps, et nous reviendrons une autre fois, si tu le désires. Maintenant, nous sommes pressés, le temps qu'on trouve des bêtes. Une autre fois, hein? Dit le guide. D'accord? D'accord, va, mon fils, va. Les autres partis, le vieux descendit dans le jardin, histoire de respirer un peu d'air frais et de jeter un coup d'œil sur l'ensemble. Il remarqua que les amandiers allaient bientôt fleurir et que bien des plantes étaient déjà envahies par des kyrielles d'insectes, tant elles embaumaient et resplendissaient. À ce moment, il vit le chat à l'affût au pied d'un figuier, et il comprit vite ce qu'il cherchait. Il y avait sur une branche de l'arbre une mésange qui tenait une brindille dans son bec. Hé, chat audacieux, doucement, tu ne vas tout de même pas t'attaquer à ce joli passereau. Elle est ici chez lui comme toi. Allez, rentre à la maison. Va courir après les rats, si le serpent en a laissé, dit le vieux en chassant sans ménagement le félin. Je n'aimerais pas le voir arriver dans le salon avec un de ces oiseaux entre les dents. Cela me mettrait dans une telle rage que je serais capable de l'haïr, moi qui l'aime tant. Mais un chat est d'abord un chat, et c'est là des instincts de chasseur. Qui puis-je? Il fit un tour d'inspection du côté des arbres fruitiers, alla couper quelques tiges de menthe et d'absinthe, et rentra, laissant derrière lui le chatoiement soyeux d'une multitude de papillons, d'abeilles et autres insectes qui furetaient partout. Dommage qu'il n'y ait pas encore de braise, se dit-il. J'aimerais bien me faire un thé, mais attendant que ma vieille épouse revienne. Il s'assit donc et attendit. Au bout d'un moment, il entra dans le salon. Mais tu ne fais rien, lui dit-elle. Je voulais prendre un thé, mais il n'y a pas de braise. Il y en a. Je vais tout apporter ici. Ne bouge pas. Elle alla chercher le nécessaire pour faire du thé. Tu vois, l'eau est bouillante. Je savais bien que tu réclamerais du thé. Tu le fais toi-même? Oui, je le veux un peu corsé, car je dois encore écrire. Eh bien, je te laisse. Je vais mettre le repas en marche, dit-elle en s'en allant. Le vieux prépara son thé et le goûta et pensa. Il est bien fort. C'est ce qui convient à un vieux schnock comme moi. Il fuma et reprit sa posture de scribe. Il écrivait sans s'interrompre jusqu'à ce que sa femme fût de retour. Puis ils déjeunèrent et s'assirent enfin pour se détendre. Le vieux lui apprit la visite du guide. « Ah, celui-là, dit-elle. Il paraît qu'il a 3 femmes. Celle qu'il a laissée ici, avec les enfants presque nus, souffre beaucoup de cet abandon. C'est un aventurier, tout comme son défunt père, affirma le vieux. Qui est-il? Un baroudeur, une sorte de bandit, mais pas un tueur, à ma connaissance. Il n'a jamais tué personne. Elle aimait bien faire le coup de feu, pourtant. Qu'est-ce qu'il voulait, le guide? Louer des bêtes. Il y avait des gens avec lui qui voulaient faire une randonnée. Je l'ai envoyé chez le Muqaddam. S'il lui donne quelque chose, elle aura des bêtes. Pas assez sûr. Et il les aura s'il a de la chance. N'oublie pas que les gens travaillent et qu'ils ont besoin d'elle. C'était en effet si vrai que, repassant par là, le guide apprit au vieux qu'ils n'avaient pu faire leur randonnée faute d'avoir obtenu des bêtes en location.
Les gens sortent le fumier. Les ânes sont indisponibles. Mais nous avons marché un peu. Ça nous a fait du bien. Maintenant, nous filons. Salut. Le guide, qui avait hélé le vieux sous la fenêtre du salon pour lui parler, entraîna les autres derrière lui. Ils parurent entre les arbres. Quelques instants plus tard, on entendit le bruit d'un moteur. Puis le silence retomba dans le petit salon où le vieux avait repris sa plume. 2 jours plus tard, on vint frapper à la porte de la maison. C'était un jeune noir, Salem, le fils du ferblantier, qui fabriquait aussi des sandales à semelles de caoutchouc. On vous attend chez l'adjudant, dit-il. Il circoncit ses 2 petits garçons. Je suis au courant. On est venu m'inviter hier. Je m'apprêtais justement à y aller. Alors, allons-y. Moi, je ne suis pas invité, dit Salim. Alors, j'y vais seul. Il se rendit chez l'adjudant après en avoir informé sa femme. La maison de son hôte ressemblait à un petit château médiéval à pic sur une immense rocheuse. On y accédait par un sentier tortueux. Son histoire remontait à la nuit des temps. Le vieux fut reçu avec chaleur par l'adjudant, qui le conduisit dans une pièce dotée d'une petite fenêtre et de plusieurs meurtrières. Souvenir du banditisme qui sévissait dans la région avant la pénétration française. Il y avait là une quinzaine d'invités, dont un grand personnage vêtu comme un imam, et qui n'était en fait que le circonciseur. Il portait une longue barbe blanche, en patriarque biblique, qui lui fait ressembler à Abraham, s'il n'avait pas arboré un impeccable turban à rayures dorées et une paire de lunettes de vue. L'ayant assez bien observé, le vieux lui reconnut de la noblesse. Il y avait au centre de la pièce 3 grands plateaux à thé, un samovar fumant, une énorme bouilloire sur un brasero métallique et des pots de basilic. On n'avait pas encore servi le thé. Il y eut un va-et-vient. On amena 2 enfants de 7 et 5 ans vers le circonciseur, à côté duquel était assis l'adjudant. Ils éclatèrent en sanglots dès qu'ils virent le matériel du praticien, ciseaux longs et luisants, mercurochrome, pansement, coton. On tâcha de les calmer en leur racontant n'importe quoi. En vain. Alors, le père se saisit du plus âgé, le tint fermement, comme dans un étau, et lui ayant ramené la gandoura sur la tête, et le présenta au circonciseur, qui opéra des versets coraniques où apparaissaient les noms d'Abraham, de Moïse, Jacob, David et Jésus-Christ. Ensuite, ce fut le tour du plus petit. On les pansa et on les reconduisit en larmes chez les femmes ou les petites filles malignes les taquinèrent et voulurent absolument voir leurs zizis. Leur mère les réconforta en leur donnant des gâteries, et à la question de savoir ce qu'on allait faire des prépuces, elle répondit: on les enterre sous la grande jarre, et ils se transforment en salamandres. Cette réponse impressionna les garçonnets, qui ne souffraient déjà presque plus. Ils voulurent aller courir avec les petites filles, mais la mère les en empêcha. Vous jouerez demain. Aujourd'hui, c'est le repos. Tout à côté, une femme cuisait de la viande à confire pour les circoncis, comme c'était la tradition. Une autre faisait des gâteaux dont elle remplissait des plats de céramique
qui était emporté chez les hommes au fur et à mesure. Le vieux aimait cette réunion de gens simples. Cela le changeait des mariages tonitruants des parvenus. Il estimait l'adjudant un homme honnête et travailleur. Il avait une boutique au souk qu'il ouvrait 4 fois par semaine. Les autres jours, il restait avec sa famille au village. Il vaquait aux travaux des champs, aidait les uns et les autres, et rendait à tous ces menus services parfois inappréciables. Ainsi pouvait-il réparer un moteur de pompe à eau en panne et ne se faisait jamais payer. La conversation roulait autour de la circoncision. Cela avait commencé avec Abraham, qui s'était fait circoncire le premier à un âge respectable. Il avait appliqué la même loi à ses serviteurs mâles. Quelqu'un posa la question de savoir si Jésus-Christ était circoncis. On l'assura que oui, étant juif de naissance. On passa alors à l'excision des filles dans certains pays d'Afrique et en Égypte. Il y a pire, dit quelqu'un. Je connais un peu l'Afrique. On infibule la vulve des petites filles avec des mandibule de grosses fourmis carnivores. Quand la bestiole a mordu, on sépare la tête du reste. Et on ne rouvre la vulve qu'à l'occasion du mariage de la fille. C'est pour soi-disant sauvegarder la virginité. Tous reconnurent que ces procédés étaient dignes des sauvages et que l'islam interdisait de telles pratiques. Plus tard, on déjeuna d'un substantiel couscous aux tripes, puis on se gratula et tous partirent. Le vieux rentra chez lui pour faire sa sieste. Comme les choses vont vite, se dit le vieux. Il y a à peine 20 ans, il n'y avait rien de nouveau ici. Et voici que les riches se font maintenant un devoir de posséder dans leur belle demeure un groupe électrogène, 2 ou 3 puits creusés à la dynamite dans une roche particulièrement dure et qui ne tarissent jamais, des salles de bain marbrées et des water ad-hoc. Adieu la lampe à huile, les bougies, adieu le canoun, l'électricité a tout changé, tout chamboulé en un éclair. Et voici le téléviseur et la parabole. Les riches veulent tout voir et tout savoir. Ils ne regardent que les chaînes étrangères, américaines et européennes, turques, égyptiennes, jamais la télévision nationale, qu'ils trouvent sinistrement pauvre, pauvre comme les pauvres qu'ils méprisent. Et moi, qui n'ai même pas un poste de radio. Et ils visionnent même en secret des films pornographiques. Elles aiment ça, c'est vicieux. Et ils ont des vidéos et des décodeurs, que sais-je, moi. Ils ont tout, absolument tout, pour vivre ici dans une parfaite tranquillité. Mais non, ils n'y reviennent qu'une fois l'an. 15, 20 jours tout au plus. Les autres mois de l'année, c'est un gardien qui surveille la propriété, dont les portes restent closes en l'absence du maître. Il vadrouille donc à l'extérieur, comme un chien, à s'occuper des arbres et des bestiaux, un chien bien payé, au demeurant et bien traité puisqu'il empoche un joli salaire et qu'il a une petite maison bien à lui. Cadeau du patron. Oui, l'électricité a tout changé. La nuit n'est plus aussi sombre qu'elle l'a été du côté de ces maisons fastueuses. On y est comme dans une ville, à présent. C'est si lumineux qu'on ne se sert même plus d'une torche électrique. Mais comme le maître est absent, 11 mois sur 12, l'ancienne nuit donc reprend le dessus. Plus de bruit de moteur alors, plus de bruissement.
Heureusement que cette brute s'absente ainsi. Sinon, où est-on? Personnellement, je préfère ma vie simple à tout ce tapage, à ce clinquant ridicule. Mais la modernité est contre moi. Je ne suis qu'un vieux croulant, un vieux schnock, qui écrit sur un sein aussi méconnu que lui. On marche vers une disparition complète, après quoi ne resteront que les choses solides, bien actuelles, le béton, l'argent, la télévision, la vidéo, les grosses voitures, etc. Ça s'impose déjà, assez violemment que diable. Après tout, ce qui est vieux sera tenu pour nul et non avenu, inutile, bon pour la casse. On laissera bien entendu quelques vieilles ruines en l'état, car on aura toujours besoin d'une image nostalgique, fût-elle pénible à supporter. Et l'on paradera dans son domaine et sur les routes, au souk et partout où on retrouvera ses semblables opulents. Mais il y aura toujours des pauvres, toujours les mêmes, et leurs vieilles maisons archaïques, toutes rafistolées, et leurs filles qui vieilliront contre tout bon sens, femmes infécondées, rejetées, parce que désespérément misérables, quoique parfois très belles. Il y aura toujours le torrent, la vallée et les montagnes, mais pas de pont, pas d'asphalte, sur les routes et pas même un radier. La belle voiture roulera donc sur des pistes caillouteuses, traversera le cours d'eau à gué comme un âne. Elle sera empoussiérée, la belle Allemande, démantibulée et cabossée, mais le parvenu n'en aura cure. Une voiture, elle est faite pour être remplacée. J'en achète une nouvelle tous les 2 ans. J'ai les moyens, moi. Et la belle achève ses jours comme taxi collectif. Quelle disgrâce! Ça fait tout de même mal au cœur de voir des fortunes filer comme ça, à volo, dans un bled presque nécessiteux, où seuls quelques potentats arrogants dépensent sans compter. Crésus est mature, inconscient du danger et des colères que leur désinvolture suscitera immanquablement. Des nantis qui se disent bourgeois, mais qui n'en sont pas, tout juste parvenus, tombés de la dernière pluie, pas déjà cœur comme autrefois. Des gens sans tradition mercantile, sans legs et sans autre éducation qu'une barbarie financière effrénée, et qui sont prêts à faire leur valise au moindre remous social, à sauter dans un avion pour la Suisse, où leurs comptes numérotés les attendent, bourrés à craquer de milliards acquis, Dieu sait comment, avant l'indépendance. Il n'y avait pas dans tout le pays une dizaine de vrais riches. On les connaissait. C'étaient bien la plupart des gens du Marzen issus de vieilles familles, des fortunes bâties au cours des siècles, patiemment, par des générations d'hommes âpres aux gains intrépides, voleurs assurément, mais traditionnalistes à l'excès. Du jour au lendemain, en 3 décennies, on a vu apparaître un nouveau type de riche, parvenu, sans foi ni loi, corrompu et corrupteur, velléitaire, qui croit que tout s'achète, des fonctionnaires comme du tabac, des femmes, des terres, tout, y compris les consciences les plus affermies, les moins perméables aux tentations empoisonnées de l'argent. Il achète donc ce qu'il peut, floue l'État si nécessaire, méprise et trompe le peuple, se crève la faim qui le gêne dans ses rêves grandioses, cette piétaille qu'il aurait annihilée si l'on avait eu les moyens politiques
et qui continue de se dresser sur sa route mérifique, à le narguer rien qu'en existant, à le rappeler à l'ordre constamment, lui qui n'est pas là, vit là sans y vivre vraiment, à un pied ici et un autre ailleurs, car on ne sait jamais, rien n'est tout à fait garanti. Un jour, il faudrait déguerpir, fuir, s'exiler. Mais on a mis ses billets de côté. On a des appartements à Paris, Bruxelles, Londres, Zurich. On n'est pas des indigents, nous autres. Si ça tourne au vinaigre, eh bien, tant pis. On ira tenter l'aventure ailleurs. Nos enfants sont déjà grands. Ils étudient aux États-Unis. Ils ne reviendront ici qu'au moment des vacances. Ce sont maintenant des Américains. Et si on n'a rien à faire ici, on y est tant qu'on y gagne de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais si ça foire, tant pis. Le monde est vaste et accueillant pour des gens comme nous, qui pouvons investir n'importe où, n'importe quand. Quelle sale vengeance, pensa le vieux. Des ennemis de la patrie, pour laquelle d'autres ont donné leur vie. Mais ne voilà-t-il pas que je me fiche en colère? C'est cette foutue électricité et ces groupes électrogènes qui m'ont remué. Que le diable les emporte donc, eux et leur manigance de sacripants. La saine colère du vieux s'apaisa à la vue des amandiers fleuris dans la splendeur incomparable, relégua dans l'oubli la vision qu'il avait eue de la vie des parvenus. On était au mois de février, le mois floral par excellence, en cette vallée bien arrosée et à l'abri dans son confinement même. Il était sorti ce matin-là, assez tôt, pour aller prendre un colis à la menoterie, ce colis qui arrivait de France tous les 3 mois environ, et qui devait contenir du thé de Chine, du tabac et peut-être autre chose. Chemin faisant, il était passé à proximité de la propriété d'un de ses parvenus qu'il méprisait, une résidence qu'on avait érigée après l'arrachage systématique d'arganiers séculaires, chose qui faisait dire aux superstitieux qu'un grand malheur frapperait celui qui avait donné l'ordre de les abattre. De retour chez lui, le vieux s'installa à sa place et ouvrit le colis. Il fut étonné et content d'y trouver enfin, outre ce qu'il attendait, un transistor de marque japonaise qu'il essaya aussitôt. Mais c'est prodigieux, moi qui n'y pensais plus, me voilà servi. Avec ça, je peux écouter la terre entière et savoir ce qui se passe sans avoir à l'apprendre de qui que ce soit. Est-ce qu'il a envoyé un stock de piles? Oui, elle est là, dans ce paquet à part. Et ça, c'est quoi? Ah, une robe française, pour ma vieille épouse. C'est charmant. Mais elle ne porte pas de robe. Elle s'habille comme une berbère, pas même comme une arabe, et encore moins comme une femme de la ville. Bon, ça lui fera quand même plaisir, je pense. Il régla le poste sur la fréquence de la station d'Agadir, qui diffusait des variétés en langue berbère. Elle écouta les paroles de l'ahwash, accompagnées de tambourins et de flûtes, jusqu'à l'arrivée de la vieille femme. « Tiens, dit-elle, une radio. Ça vient de Paris. Mon ami t'envoie aussi une belle robe. » Il lui montra le vêtement. Il n'en avait jamais vu de semblable. « Mais c'est quoi ça ?»« Un habit de femme. Les Françaises et les Arabes des villes en portent tous les jours. Mais je ne peux pas mettre ça, moi. »« Bien sûr que non. Mais garde-la dans ton coffre. Tu trouveras bien une jeune fille à qui la donner. Une fille moderne, quoi. Bon, remercie ton ami. Mais c'est de la houache à la radio. Elle est magnifique. Et si on ne danse plus,
On ne chante plus comme autrefois. Il n'y a même plus de fêtes collectives. Et si, il n'y a plus rien, dit le vieux. Les traditions sont mortes et enterrées. Mais il y a encore des villages où l'on danse et chante pendant les fêtes saisonnières et autres. Des villages où les gens vivent les uns près des autres, où tous s'entraident. Et si chacun fuit l'autre, où se trouvent donc ces fameux villages? Dans la montagne, par là, répondit le vieux, en faisant un geste circulaire comme pour désigner les lieux en question. Là-bas, il n'y a pas de gens riches, tous sont égaux. Parce que tu penses que c'est à cause des riches qu'il n'y a plus rien ici? Certainement, les riches se veulent résolument modernes, actuels, et n'ont pas besoin de l'ahwash, pas besoin de fêtes populaires, ni de ces chants et de ces danses qui durent toute la nuit. Je m'en souviens. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a la télévision, la voiture, les femmes et l'argent. Oh, on n'a pas tout ça, nous. Nous, on a maintenant une radio. Et rire. Bon, tu n'écris pas? Je vais écrire, mais prépare-moi d'abord un bon thé à l'absinthe. Tiens, prends ce paquet de thé et mélange-le avec l'autre qui est dans la boîte métallique. Je fais ça tout de suite et après je vais cuisiner. Qu'est-ce que tu voudrais? Un couscous au navet, dit-il. Parfois, on se trompe en le jugement trop hâtif, mais dans l'ensemble, j'ai raison. Le cas de Haj Hassan est l'exception qui confirme la règle, dit le vieux Bouchaïb à son interlocuteur. Un homme dans la force de l'âge, maigre et grand, robuste, du nom d'Amzil, car il avait été au temps de sa splendeur le seul forgeron et dont l'unique maréchal ferrant du village. Il était assis en compagnie du vieux dans le petit salon devant un verre de thé, des galettes, de l'huile d'argan et d'olive et une pâte d'amande presque liquide. Venu ferrer la mule et l'ayant fait, le vieux l'avait convié à prendre du thé, histoire de bavarder un moment, de choses et d'autres. C'est ainsi qu'elle apprit d'Amzil les ennuis que sa femme avait eus pour accoucher. Il avait fallu pratiquer une césarienne. Le vieux sut aussi que Haj Hassan avait tiré l'ancien forgeron d'affaire. Dès qu'il a appris mes ennuis, il est accouru chez moi et m'a proposé son aide. Nous avons emmené sa femme au dispensaire du souk dans sa vieille Chevrolet, mais là, rien à faire, pas un médecin, seulement 2 ou 3 infirmiers. On nous a conseillé d'aller à l'hôpital de Tiznit, distant de plus de 100 kilomètres. Haj Hassan n'a pas hésité. Il m'a prié de remonter dans la voiture et nous avons démarré. À l'hôpital, on a immédiatement pris en charge mon épouse, mais on a exigé que je paye sur place les médicaments qu'il ne possédait pas. Comme je n'avais pas un sou vaillant, c'est bien entendu mon bienfaiteur qui a payé. Je devais attendre 8 jours en ville avant que mon épouse ne se remette de cette opération et que tout rentre dans l'ordre. Il fallait rester là, aller la voir tous les jours pour lui porter à manger, etc. Mais je n'avais pas un centime. Haj Hassan, qui savait tout ça, m'a remis une assez coquette somme pour régler mes petites affaires et faire d'autres achats. Je n'oublierai jamais ce geste. Mais je ne sais comment remercier cet homme qui, décidément, surpasse en bonté le meilleur des saints. Que Dieu me pardonne si je me trompe. Il avait raconté cela au vieux d'un trait, l'air calme et sans omettre aucun détail, en espérant que son interlocuteur lui suggérerait la meilleure façon de remercier son bienfaiteur. Oui, oui, répéta le vieux,
On peut se tromper, mais Hajj Hassan est connu pour sa générosité. N'oublions pas qu'il était déjà riche avant l'indépendance. Je l'ai côtoyé jadis à Mazagan, quand elle était négociant grossiste, en produits alimentaires, de toutes sortes et de toute provenance. Il avait un immense magasin près du port, et c'était uniquement des camionneurs qui venaient charger la marchandise chez lui. Un homme généreux, je te dis, toujours prêt à faire du bien autour de lui. Aussi généreux peut-être que le fut chez les Arabes d'autrefois le fameux Hatim Taï, dont le prestige a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Il faut croire que les anciens riches sont plus humains que les nouveaux. En tout cas, sans lui, ma femme serait morte. Et l'enfant aussi. Ce n'est pas toi qui dois remercier Hajj Hassan, dit le vieux. Qu'est-ce que tu pourrais bien lui offrir? C'est Dieu, et Dieu seul, qui le récompensera. En ce qui te concerne, sois toujours attentif à son égard, toujours prêt à faire ce qu'il te demande, car même un grand a tôt ou tard besoin d'un plus petit que soi. Merci, 1000 fois merci. Maintenant, il faut que je parte. Tiens, cela est bonne chance, dit le vieux en lui remettant un grand billet de banque et en le reconduisant jusqu'à la porte d'entrée. Au dîner, il raconta l'aventure d'Amzil à sa vieille femme. La conclusion que j'en ai tirée, dit-il, est que le monde n'est pas totalement mauvais, ni définitivement corrompu, puisqu'il existe encore des hommes comme Hajj Hassan, des êtres nobles qui ignorent la haine, l'égoïsme et tous ces attributs sataniques avec lesquels le démon séduit les plus faibles. Hajj Hassan est vraiment un saint d'aujourd'hui. En tout cas, le monde peut encore espérer, car la bonté divine ne succombe pas aux assauts du mal. Elle est la seule garantie qui nous prémunisse contre l'intolérance, ce piège tendu à l'humanité, toujours tentée par la corruption. Tout le monde dit du bien de Hajj Hassan, affirma la vieille. Qui tout le monde? Eh bien les gens. Les gens ne le connaissent pas du tout. Il ne se livre pas. Il est poli, secret. Il passe 6 mois ici, 6 mois en ville. Il ne se mêle pas aux nouveaux riches. Il leur préfère la compagnie des humbles. Les nouveaux riches et leurs affidés ne peuvent pas dire du bien de lui. Si quelques éloges lui étaient faits, il ne peut venir que des gens simples, des pauvres. Ce sont justement ceux-là qui disent du bien de lui, précisait la vieille. Alors, c'est bien. On ne peut douter de la sincérité de leurs sentiments. Mais, sais-tu une chose au moins? Non, je ne pense pas. Eh bien, cet Amzil n'a plus aucune ressource depuis que les gens achètent tout au souk. Il n'y a même plus assez d'ânes et de mulets à ferrer. Maintenant, on a des voitures, des vélos. Les quelques équidés qui restent ne suffisent guère à le faire vivre. Il attend donc la zakat annuelle pour se retourner. L'indigence l'a rattrapé au plus mauvais moment de son existence. Quand un grave problème survient, comme l'opération de sa femme, une âme charitable guidée par le Très-Haut arrive et le sauve.